diminuer un peu ses fonds propres négatifs. Alors le but n'est pas de dire, ça aurait été miraculeux de dire on va vendre pour 3 ou 4 millions et on va finalement tout régler en une année. On se fixe à ce moment-là un objectif sur 3 saisons. De nouveau, on se dit on vendra un joueur, on va essayer de vendre un joueur par saison et au fur et à mesure diminuer. Bon. Donc nous vendons Onur Kaya et je peux vous le dire aujourd'hui, puisque nous sommes en train de rentrer notre dossier de licence, pour demander notre licence européenne, nous avons l'obligation de rentrer un bilan au 31/12/2013. Maintenant. Et là, nous constatons en faisant notre bilan que, hors les ventes de Kaya, Milicevic et Paulet, grâce au travail qui a été accompli par les personnes qui travaillent au Sporting de Charleroi, notamment à l'augmentation de nos rentrées sponsoring, nous sommes en bénéfice de plus ou moins 500 000 euros au 31/12/2013. Hors vente de Kaya, Paulet et Milicevic. C'est le bilan. Mais le bilan, c'est du papier. Moi, j'ai une gestion quotidienne à faire en termes de cash flow aussi. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis conscient, je me dis, nous devons vendre absolument quelqu'un. Et en concertation avec le coach, disons que finalement, l'élément bankable, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui peut partir à ce moment-là, c'est Onur qui sera finalement peut-être le plus facile à remplacer par rapport à d'autres joueurs comme Daniel ou David Paulet. Et surtout David Paulet à ce moment-là, puisque nous ne pensions pas qu'il y aurait de l'intérêt pour Daniel Milicevic. La vente de Kaya se fait, nous permet finalement de clôturer l'exercice, on le sait en avance, 2013-2014 en bénéfice. Donc nous respectons les engagements que nous avons pris pour assainir les comptes de la société et assurer la survie et le maintien du Sporting de Charleroi dans le football professionnel belge. À ce moment-là, on se retrouve confronté à un problème, et je le reconnais aujourd'hui, que nous n'avons pas vu venir. On se retrouve soudainement avec l'intérêt de Gand pour Daniel Milicevic. À ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été communiqué de manière très claire. Je dis, nous devons vendre quelqu'un, on vend Onur Kaya, et je dis, la boutique est fermée. J'ai dit très clairement, c'est terminé. Nous avons vendu le joueur que nous devons vendre pour assainir notre budget, c'est terminé. Et j'ai été pris finalement, pas un jeu, parce que c'est pas un jeu, mais j'ai été rattrapé par une force que j'ai sous-estimée. C'est l'intérêt de clubs plus riches et plus influents pour des joueurs finalement, je ne vais pas dire que nous les sous-payons, parce que ce serait pas correct de dire ça, mais pour des joueurs qui sont moins bien payés que ce qui se pratique dans des clubs comme Gand ou Anderlecht. Alors à ce moment-là, j'ai le club de Gand qui me contacte et qui me dit voilà, nous sommes intéressés par Daniel Milicevic. Ma première réaction tout de suite, Daniel Milicevic, hors de question, il n'est pas à vendre. S'entame ensuite une phase de négociation avec les clubs, parce que c'est comme ça où ça se passe, où l'agent du joueur évidemment rentre dans la danse, puisque lui a tout intérêt à ce que le joueur puisse aller dans un autre club, gagner beaucoup plus d'argent, puisque l'agent du joueur est rémunéré, évidemment, sur les rentrées financières du joueur. Et je tiens à être très clair, puisque finalement on a un sentiment que Moji est l'agent de tous les joueurs à Charleroi, mais Moji n'est pas l'agent de Daniel Milicevic. Donc à ce moment-là, on rentre dans une phase de négociation, je me retrouve dans une situation avec beaucoup de pression, de la part de l'agent du joueur et du joueur lui-même, puisque forcément le club fait passer le message via l'agent au joueur, écoute, tu vas gagner ces montants-là, cette bonne guerre finalement. Je me retrouve à ce moment-là à table avec Daniel, qui est un joueur avec une mentalité exemplaire, qui a toujours été correct avec le Sporting de Charleroi, qui nous a rejoint en deuxième division, qui nous a aidé à monter en première division, qui nous a stabilisés en première division, qui somme toute finalement, malheureusement, dans le monde footballistique dans lequel on est, a quand même vécu 2 ans et demi avec nous à Charleroi. C'est pas mal aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare dans le football professionnel. Et à ce moment-là, Daniel me dit, voilà, je veux bien entendre ton discours, tu veux pas que je parte, je comprends, tu avais dit qu'on nous repartirait par rapport au coach, par rapport au projet sportif, par rapport à tout ce qu'on essaye de mettre en place. Évidemment, je comprends. Mais tu peux pas me dire non à tout. Il faut fixer un montant. Alors je discute avec Daniel et je lui dis, écoute Daniel, c'est vrai, tu as raison, il faut être correct aussi par rapport à toi, mais tu dois comprendre le club, je te fais une proposition.
on fixe un montant en dessous duquel tu ne partiras pas, ça s'appelle une genre de clause libératoire. Si Gand paye ce montant-là, tu peux partir. Si Gand ne paye pas, voilà l'augmentation que je te propose et on prolonge ton contrat d'1 an et tu resteras avec un contrat de 3 ans et demi au Sporting de Charleroi, puisqu'à ce moment-là, on avait déjà prolongé l'année passée et il restait 2 ans et demi. Il faut bien comprendre que si je ne procède pas de cette manière-là, je tue le joueur. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un joueur qui n'a plus aucune volonté de rester à Charleroi parce qu'il se dit ils ne sont pas corrects avec moi. À ce moment-là, je soumets la proposition à Gand en disant voilà, le joueur ne partira pas en dessous de ce montant-là. Les choses sont très claires et le joueur est d'accord. À ce moment-là, Gand me ferme la porte au nez tout de suite, il me dit ok, il est fou celui-là, on va trouver d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs sur le marché, il a 28 ans, nanani, nanana. Finalement, ça renforce ma position par rapport à Daniel. Je dis tu vois, s'il te voulait vraiment, il ne dirait pas que tu as 28 ans, il ne viendrait pas avec toutes les excuses du monde pour essayer de diminuer ton prix. C'est comme ça, c'est le football. Quelques jours après, je reçois de nouveau un coup de fil de la direction de Gand qui me dit on doit te rencontrer. Ok, je respecte la direction de Gand, je vais m'asseoir à table avec eux. Ils me font de nouveau une proposition. Je leur explique, A plus B, que non, qu'on a un projet sportif, qu'on est en train de relancer nos clubs, que Daniel est un joueur extrêmement important sur notre échiquier, que l'image que nous sommes en train de retravailler dans la région de Charleroi est extrêmement importante pour nous, et que ce message-là de laisser partir un joueur aussi important que Daniel sera mal perçu par toutes les personnes qui croient en notre projet aujourd'hui. Je crois qu'ils ont compris que nous ne changerons pas notre fusil d'épaule, et à un moment donné, le président de Gand tape sur la table et dit ok, on paye le montant. À ce moment-là, je ne peux plus rien faire. À ce moment-là, j'ai fait respecter les intérêts du club, j'ai été correct avec le joueur, et malheureusement, je ne peux que subir ce qui est la loi du football aujourd'hui. Alors finalement, qu'est-ce que je me dis? Je me dis effectivement, c'est une grande perte sportive. Et à ce moment-là, je me dis en même temps, finalement, essayons de voir du positif dans ce qui est mal, ça nous permet d'être en avance sur le plan financier. Puisqu'on avait prévu de faire une vente par saison, on espérait faire une vente par saison, ce qui n'était même pas sûr, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'équipes en Belgique veulent vendre. Croyez-moi que Louvain veut vendre, que Waasland veut vendre, que le Cercle de Bruges veut vendre, que Zulte veut vendre, que Zulte a bradé son attaquant Abibou, il l'a bradé, finalement, parce qu'il avait un besoin d'argent. C'est la réalité du football d'aujourd'hui. Et ils sont 2e ou 3e au classement. Mais nous qui espérions, finalement, je me suis dit, on se retrouve en avance dans notre projet financier. Ok, on a malheureusement eu une perte sportive. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler pour compléter cette perte sportive. Là où aussi on a été piégé, c'est quoi? C'est que on était persuadé, j'étais même intimement persuadé, que Gand ne mettrait pas ce qu'il a mis sur la table pour Daniel Milicevic. On a été en stage au mois de janvier, du 4 au 11, en construisant notre, finalement, même pas 2e tour, notre fin de championnat de phase classique, avec l'équipe qui était en place à ce moment-là, et les arrivées qu'il y a eu, c'est-à-dire Enes Sepik et Salvatore Crimi. Parce qu'Olivier Renard était reparti à Mons, à Malines, pour occuper la position que vous connaissez. Donc à ce moment-là, on n'est pas inquiet. On se dit finalement, on travaillait déjà sur le dossier de Telmont, parce qu'on s'est rendu compte qu'Enes n'était pas tout à fait le même profil que Onur Kaya, et que le coach voulait réellement un flanc gauche. Et donc c'est à ce moment-là où je commençais déjà à activer la piste Clément Telmont. Mais évidemment, les négociations étaient dures, parce que c'est pas le même cas. Je vais acheter un joueur qui est sous contrat à Châteauroux, évidemment, on négocie, on essaye de faire tomber le prix au maximum. Donc on se dit finalement, en rentrant de stage, on est bon, on va finaliser Telmont, on est bon. Se passe l'histoire Milicevic que je vous ai expliqué, et puis, à un moment où je l'attends encore moins finalement, parce que j'ai tellement refusé des offres pour David Paulet, et j'ai tellement mis la barre haut pour David Paulet, qu'on se retrouve de nouveau dans le même cas de figure. Alors, je peux vous dire que Charleroi ne vendra pas pour les montants pour lesquels on a vendu tous les ans. Pas parce que je ne le voudrais même pas, mais parce que c'est presque impossible. Charleroi est aujourd'hui le club qui a vendu finalement pour le plus de joueurs la Summer Mercato. C'était le désir, le souhait de beaucoup d'équipes de Division 1, et finalement, on l'a fait involontairement.
Est-ce que c'est parce que nous ne voulions pas vendre David Pollet et Daniel Milicevic que ces clubs finalement ont été contraints et obligés de nous payer le montant qu'ils nous ont payé pour ces joueurs? Probablement. Je ne vais pas vous faire le schéma David Pollet. Vous avez bien compris qu'on s'est retrouvé dans exactement le même cas de figure que Daniel Milicevic. On s'est retrouvé à un moment donné à un joueur qui est venu à Charleroi, que nous avons convaincu de venir à Charleroi à l'époque pour relancer sa carrière, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on va chercher David Pollet sur une voie de garage à Lens, il ne faut pas l'oublier, on lui dit quoi? Viens diviser ton salaire de Lens par 2 à Charleroi pour mes beaux yeux, pour simplement notre projet sportif. Malheureusement, ça n'existe pas. Et je peux vous dire que David est un garçon extrêmement respectueux et qu'il est parti avec un gros chagrin au cœur, mais quand même avec une grande satisfaction. Parce qu'il s'est dit, Charleroi, ils ont respecté leur parole. Ils m'ont convaincu de venir à Charleroi et de ne pas aller dans d'autres équipes de Division 2 en France ou même de Division 1 française de milieu de tableau, parce qu'ils m'ont dit, voilà, viens ici, on va te relancer, on va te remettre sur pied et on te fera passer un palier. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui payer des salaires suffisamment importants pour que quand Anderlecht vient proposer 4 ou 5 fois le salaire de David Pollet de ce qu'il a à Charleroi, que je puisse moi à ce moment-là dire non, ne prends pas ton ticket de loto, reste à Charleroi pour mon bonheur et pour celui des supporters. C'est malheureusement une réalité, encore une fois, du football qu'on doit accepter. Si David était resté à Charleroi, croyez-moi, il n'aurait pas été très heureux. Pas parce qu'il n'aime pas Charleroi, mais parce qu'à un moment donné, c'est un être humain comme tout le monde et qui doit penser à lui et à sa carrière. Et puis il est parti de Charleroi pour aller dans le plus grand club de Belgique, tout simplement. Oui, c'est une perte sportive énorme. Oui, on a saboté tout notre travail sportif. Parce qu'on est parti en stage avec un groupe, et qu'en plus, au moment où David Pollet est parti, moi je me retrouve dans une situation où je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Clément Tellemont était prévu. On négociait déjà même depuis le début, j'aurais même voulu qu'il soit en stage avec nous. Mais à ce moment-là, quand David Pollet part, dans les conditions d'extrême urgence dans lesquelles il est parti, ben, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le manager de crise. Je dois dire, on doit trouver une solution pour pallier au départ de David Pollet tout de suite. On n'a pas le choix. On subit. Le coach, moi, le club, vous les supporters, tout le monde. On se retrouve dans une situation où on subit. Encore une fois, finalement, il ne faut pas oublier une chose, mais ça, je reviendrai un peu plus tard, c'est que David Pollet n'est pas parti comme un voleur. David Pollet est parti en nous laissant un beau chèque sur la table, qui finalement nous permet encore une fois d'avoir encore plus d'avance sur ce qui était prévu, sur ce qu'on a expliqué là, et là, dans ces bilans où on explique que pour assurer la survie du club, on n'a pas le choix. C'est les 4 points que je vous ai expliqués tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe? On se dit, ok, on subit, il y a quelque chose de positif, il y a beaucoup de négatifs au niveau sportif, en termes d'image. Je savais que les supporters allaient être pas contents, je savais que les fantasmes de certains allaient se recréer, et c'est une machination qui est mise en place, que pour faire ci, que pour faire ça, que pour vendre, que nanani, que nana, que Moji, et le sacro-saint qui fait tout là-dedans pour s'enrichir. Tout ça, je savais très bien que ça allait arriver. Mais j'étais uniquement dans la situation de pouvoir faire respecter le club. C'est ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On doit trouver des solutions sportives rapides pour répondre et pallier au départ de David Pollet. On met en place très rapidement notre réseau de scouts pour voir qui on peut aller chercher pour remplacer David Pollet à 3 jours de la fin du mercato. Il n'y a pas beaucoup de solutions. En Belgique, on regarde, on sait que malheureusement, on n'a pas les moyens financiers d'aller débaucher quelqu'un d'autre, parce que finalement, on ne peut pas aller chercher de l'argent d'un côté pour le brûler tout de suite de l'autre côté. Il faut avoir une cohérence, une logique. On peut augmenter le budget, on peut aller chercher un peu plus loin, c'est ce qu'on a fait avec Clément Tellemont, pour qui on a payé un transfert, à qui on a donné un salaire différent de ceux qui ont d'habitude donné, parce que nous étions dans un projet de stabilisation sportive. Mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut rester cohérent dans notre système de fonctionnement. Alors on cherche, on regarde, on scrute, on regarde en Belgique, on essaie de regarder un petit peu quels sont les attaquants qui ne jouent pas dans les clubs de D1 belges, qu'on pourrait peut-être relancer. On l'a déjà fait. David Pollet, quand on a été le chercher, on l'a relancé. Donc on se dit, on va retenter de nouveau un pari. Finalement, de manière finalement presque hasardeuse, mais peut-être que ça s'avérera être une arme finalement payante pour nous, on se retrouve en contact avec Cédric Forêt et Kamel Gilas. À ce moment-là, on a finalisé Clément Tellemont
rend compte que, pourquoi pas, finalement, on a Kamel Gilas qui présente certaines qualités dont nous pourrons avoir besoin, et on a un Cédric Forêt en fin de carrière, mais qui est quand même un buteur patenté, qui a marqué 150 buts sur toute sa carrière en T1, en D2 française. Et c'est surtout le trio qui se connaît et qui a fait la montée de Reims. Clément Témon, on l'avait déjà fait. Kamel Gilas, on était en phase de finalisation. On s'est dit tant qu'à faire, prendre un buteur d'expérience parce qu'on s'est rendu compte que dans notre effectif, il manquait de la maturité et de l'expérience. Alors on se dit, voilà ce qu'on va faire. On réussit à réunir finalement un trio qui se connaît, avec des qualités différentes, et surtout en mettant une carotte à Kamel Gilas et à Cédric Forêt, qui est de leur dire, vous venez avec un contrat de 3 ans, à vous de faire vos preuves sur cette courte période, et on continuera ensemble un peu plus loin. Donc finalement, nous trouvons une solution à un problème de crise, à un moment qui n'était pas prévu, très rapidement. Je pense que nous avons bien travaillé. De ce que je vois aujourd'hui au niveau des entraînements, de ce que je ressens par mes nombreuses conversations avec le coach, je pense qu'on a fait le recrutement le plus juste possible dans le contexte dans lequel on était. Maintenant, il faut du temps, évidemment, et on est pris de court. On n'a que 5 points d'avance, et on est conscient. Tout ça tombe à l'eau si on est en D2. Le risque, on le connaît, on le sait, on le sent tous les jours. Je vous avouerai que j'ai des nuits très courtes en ce moment, mais c'est comme ça fait partie du job, ça fait partie de mon métier. Il faut assumer et il faut aller de l'avant. On a subi une situation qui nous a apporté un bien financier et un énorme mal sportif, on doit composer avec. Pas jeter la clé sous le paillasson et dire voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on arrête de travailler. Pour en revenir, parce que je devais faire cet intermède pour vous expliquer le contexte dans lequel ça s'est passé, pour en revenir à ce qui est notre projet. Parce que c'est surtout ça la raison pour laquelle je voulais vous voir. C'était vous rassurer sur le fait que ces ventes, j'ai eu un discours très clair dans le vestiaire avec les joueurs et le staff. Quoi qu'il se passe, et là je l'ai dit, parce que ma parole est extrêmement précise pour moi et ma crédibilité d'autant plus dans le monde du football, puisque c'est ce qui me permettra de faire venir des joueurs, parce qu'il faut savoir que pour convaincre un joueur de venir, les joueurs se parlent entre eux. Si on n'a pas de crédibilité dans notre discours par rapport au projet qu'on leur vend aussi, les joueurs ne viennent pas. Parce qu'ils se disent là-bas, il ne faut pas y aller, c'est des margoulins, ils ne respectent pas leur engagement, leur parole. Daniel, David, j'ai dû respecter un engagement, une parole. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais très clair. J'étais dans le vestiaire et j'ai dit à tous nos joueurs, devant le staff, je les ai réunis après ces ventes-là et je leur ai dit voilà, j'ai présenté mes excuses au staff parce que je n'ai pas pu contrecarrer les ventes, je n'ai pas pu le faire, et j'ai dû m'en excuser parce que je trouve que c'est manquer de respect au travail du staff et du coach en particulier si je ne présentais pas les excuses, parce que voilà, même si je dois en assumer les conséquences, je dois aussi l'expliquer. Et j'ai surtout dit au coach et au staff et à tous les joueurs que ce scénario-là ne se reproduira plus jamais tant que je serai à la tête du Sporting de Charleroi. On ne vendra plus jamais 3 joueurs en même temps sur un mercato d'hiver. C'est impossible. Tant que le système du championnat est fait de cette manière-là, ça n'arrivera plus. Et je l'ai dit aux joueurs. C'est-à-dire que les choses sont claires. Si demain il y a un club qui vient et qui veut faire quelque chose, je leur dirai, au mercato d'hiver, un joueur peut partir. C'est la règle du jeu. Parce que ça ne déstabilise pas tout un projet sportif. Et 3 en même temps, plus jamais. Et les choses sont claires. Et les règles sont définies. Ce que j'ai dit ici, je l'ai dit. Il y a un an, c'était écrit. Avec les joueurs, c'est la même chose. C'est le même principe. Les règles sont fixées. Ce foutu mercato d'hiver est une grosse merde. C'est une horreur. En termes de gestion, c'est une horreur. Pour le staff, pour nous, pour tout le monde. Parce qu'on est déjà tellement loin dans le système de fonctionnement qu'on est à 3/4 du championnat, que ça fausse complètement la donne, qu'on est parti en stage et qu'on revient, qu'on peut encore faire des trucs. Ça n'a aucun sens. Donc j'ai été très clair, j'ai expliqué par A plus B par tous les joueurs. 1, oui. 2, non. 3, non. 4, encore moins. On doit pouvoir préparer une équipe en été. Il peut y avoir des transferts en été, entrant comme sortant, mais il faut laisser le temps à un staff de travailler. On ne peut pas saboter le travail d'un staff à chaque fois au mois de janvier. Les choses ont été dites et sont claires. Nous avons pris maintenant de l'avance financière, donc dans notre projet financier, nous sommes en avance. Ça nous permet de stabiliser financièrement le club, et je veux même vous dire quelque chose, parce que si on repart un petit peu en arrière par rapport aux informations que je vous ai données, en termes de chiffres, nous avions perdu 600 000 €
sur l'exercice 2012-2013. Nous sommes en bénéfice de plus ou moins 500 au 31 du 12 2013, moins les ventes de Kaya, Pollet et Milicevic. Je suis lié malheureusement par des clauses de confidentialité. Je ne pourrai donc pas vous donner ce soir des montants clairs, mais vous avez suffisamment lu tous les montants qui sont passés dans la presse. Et en supposant, je suis désolé, je suis obligé, que ces montants soient plus ou moins corrects, vous comprendrez qu'on a peut-être réussi à presque résorber toutes les pertes, c'est-à-dire les fonds propres négatifs du Sporting, sur un mois, après 18 mois de reprise du club. Je vais vous dire finalement qu'à ce niveau-là, c'est presque un miracle. Jamais on n'aurait pu prédire cette situation-là. Si je l'aurais dit à ce moment-là, on aurait dit le mec est fou, on aurait dit que je suis un grand malade. J'aurais dit, il est complètement, celui-là, il s'est trop fait secouer par son oncle, il n'a plus la tête. Mais c'est finalement ce qui nous arrive. Alors, je conçois, oui, c'est une perte sportive. Je conçois, oui, on a nuit au travail du staff qui a été mis en place. Ils l'ont compris, je l'ai expliqué, le coach était au courant de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure de chaque négociation, il a été tenu au courant à la minute près, de manière à le respecter, parce que je trouve que le respect est quelque chose d'extrêmement important dans toute hiérarchie de fonctionnement et dans tout type de société. Et nous sommes aujourd'hui, ben voilà, le 12 février, notre transferts sont faits, sortant. Nous avons un groupe à faire progresser, nous avons un match extrêmement important samedi, et nous avons surtout parallèlement à ça, un projet à moyen et long terme à mettre en place. Alors le projet sportif, je vous l'ai expliqué, stabilisation de l'équipe, et dans 2 saisons, clairement viser le top 6. Alors ensuite, ça veut dire quoi? Stabilisation. Le Sporting doit être une équipe du subtop belge. Comme l'est aujourd'hui Lokeren, comme l'est aujourd'hui Zulte Waregem. On ne pourra pas, à moyen et même à moyen long terme, devenir Anderlecht ou Bruges ou le Standard. C'est comme ça. C'est des équipes qui bénéficient d'un soutien au national. C'est des équipes qui ont des supporters dans toute la Belgique. Nous sommes la première ville francophone de Belgique et nous devons nous contenter de notre capitale. Peut-être que dans 20 ou 30 ou 40 ans, d'autres personnes passeront par là et que Charleroi sera redevenu une ville qui pourra faire venir des investisseurs qui pourront faire en sorte que le club devienne un jour un club national par des résultats en étant régulièrement champion. Mais tout ça, c'est du rêve, c'est de l'utopie. Moi, malheureusement, je ne peux pas me permettre ce luxe-là de l'imaginer, même si je suis jeune et que j'ai 35 ans et que j'ai envie d'être très longtemps encore au Sporting de Charleroi. Ma vision, pour le moment, s'arrête à 9 ans. Le projet est mis en place pour une période de 9 ans. Et on continuera à augmenter ensuite nos ambitions au fur et à mesure qu'on aura avancé. Peut-être que dans 3 ans, mon discours sera différent parce que j'aurai une vision encore différente. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous vendre du rêve, je dois vous vendre du concret. Donc, nous allons, parallèlement à tout ce que je vous ai expliqué, mettre en place des projets que nous pourrons maintenant avoir un peu plus d'ambition grâce à ces rentrées financières qui vont nous permettre de remettre les comptes à zéro et d'assainir les finances du club au moins pour les 2-3 prochaines saisons. Quels sont-ils? Le stade. Nous avons un projet pour le stade qui n'est pas seulement le toit. Je peux vous annoncer en primeur, les politiques seront fâchés, mais les travaux de toiture du stade vont commencer à partir du mois d'avril. Le permis a été accordé, les politiques sont fâchés, mais je vous donne une information qui n'est pas encore connue du grand public. Donc ça veut dire qu'on va commencer par installer un toit sur la T3 pour des raisons mécaniques. On voulait commencer par la T4, ils nous ont dit qu'il fallait commencer par la T3, ok. À partir du mois d'avril, donc ça veut dire que la saison prochaine, nous allons avoir un toit. Bon. Il faut savoir aussi qu'au moment de la reprise du club, on a un litige pendant avec la ville de Charleroi, qui date de 10 ans, très compliqué, très lourd de conséquences, autant pour le stade que pour l'école des jeunes. Nous avons réglé ce litige avec la ville de Charleroi, il y a eu une conférence de presse, on a exposé ce qu'il en était. Nous avons aujourd'hui un projet concret de rénovation pour le stade du Pays de Charleroi, qui va rester là où il est, et nous avons la volonté de fermer les angles, de moderniser, d'améliorer et de mettre en place un projet qui vous rendra, à vous, les supporters, la vie plus agréable lorsque vous venez au stade du Pays de Charleroi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans les 4 pôles financiers que je vous ai expliqués tout à l'heure,
Nous avons c'est presque une foi. Nous avons réellement l'ambition de faire revenir du monde au stade du Pays de Charleroi. C'est une absolue nécessité. Si nous voulons faire grandir le Sporting par ses propres moyens, ben on repart dans les 4 bases de rentrée financière. Évidemment, une très importante, les supporters. Alors les supporters, nos projets à moyen et à long terme, c'est quoi? On s'est rendu compte aujourd'hui, et on le verra finalement samedi, c'est la première fois qu'on a si peu de monde dans le stade contre le Standard de Liège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors non seulement les résultats peut-être sportifs, mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On a lancé le projet Carolo Arbach, on a essayé de redynamiser, on a réussi, on a beaucoup plus de monde dans les business sites, les sociétés reviennent, tout ça, le grand public ne vient pas. Pourquoi? 2 raisons. 1, nous sommes en période de crise, c'est cher le football. On le sait, il faut l'accepter, je veux dire, je suis tout à fait conscient. Je vois, je suis moi-même chef d'entreprise, je vois moi-même quels sont les salaires payés aux personnes, et je vois ce que coûte un loyer, je vois ce que coûtent les frais d'électricité, de téléphone, de ci, de ça, de nourriture, et ainsi de suite. Finalement, on se rend compte qu'il reste de moins en moins d'espace dans le budget d'un foyer pour venir au football. Nous devons trouver des solutions à ça. Nous allons réfléchir, nous allons voir, nous avons des projets à moyen et long terme, et on verra ce qu'on peut faire avec. Deuxièmement, et je le vois d'ailleurs ici très clairement, c'est pas que je ne veuille pas respecter les personnes qui sont en face de moi, mais ça manque de jeunesse. Vous êtes ici des forces vives qui avez vous-même été initiées par peut-être vos parents, peut-être un grand frère, peut-être un oncle ou quelqu'un qui vous a emmené, mais finalement les jeunes ici, il y en a combien? Pas assez. Il y a un problème. Aujourd'hui, le Sporting de Charleroi ne véhicule pas suffisamment une image positive auprès des jeunes dans les écoles, et nous devons travailler ça. Le projet à moyen et long terme, c'est d'aller dans les écoles. On va aller dans les écoles, on va aller redynamiser les écoles de la région de Charleroi, on va mettre en place des projets de prospection pour aller leur vendre le produit Sporting de Charleroi et convaincre les jeunes de 10, 15 et 20 ans de revenir au Sporting de Charleroi. Alors évidemment, parallèlement à ça, il faut qu'il y ait un projet sportif qui tienne la route, parce que c'est beaucoup plus facile de supporter une équipe qui gagne que de supporter une équipe qui perd, et c'est beaucoup plus facile dans la cour de récréation aujourd'hui d'être supporter d'Anderlecht du Standard que du Sporting de Charleroi. J'en conviens. Mais encore une fois, ça fait partie de notre stratégie. Nous devons faire grandir le club, nous devons faire en sorte que les forces vives se recréent. Nous devons aller convaincre les jeunes de revenir au Sporting de Charleroi. Pour ça, il faut un stade, il faut un projet, il faut ainsi de suite. Tout ça sont des projets parallèles qui se suivent. Nous devons évidemment aussi penser à l'école des jeunes dans notre projet. Et là, il y a un petit problème de timing, les choses se mettent en place rapidement. Nous avons prévu, et on vous le donnera, un petit dépliant de ce genre-là. On n'a pas encore complètement terminé, mais avec vraiment notre vision, notre projet sur 3, 6, 9 ans, avec les points, les grandes lignes de ce qu'il en est. Le but pour moi ce soir, c'était évidemment de vous donner une explication générale, et je ne pourrai pas évidemment vous approfondir tous les points sur lesquels nous avons travaillé. Les nouveaux bureaux, parce que malheureusement nous n'avons plus, et qu'il faut à un moment donné travailler aussi quand même dans des conditions professionnelles, l'amélioration des buvettes du stade, et ainsi de suite. Bon, tous des projets qui seront exposés au fur et à mesure, et nous allons communiquer beaucoup plus aussi via notre site internet, de manière à ce que vous ayez de bonnes informations. Je tiens à m'excuser encore une fois auprès des supporters finalement de quelque chose sur lequel je n'ai pas un contrôle, c'est justement cette transmission d'informations. Il n'existe pas pour moi de bons ou de mauvais supporters. Il faut tout simplement qu'une information juste soit véhiculée pour que quelqu'un puisse s'y reconnaître. Les supporters ont le droit de ne pas se reconnaître dans notre projet. C'est le droit de tout le monde. La base, l'essence même du projet Carolo Arbach était de rendre le club à sa ville. Nous sommes, je suis un gestionnaire. Je suis quelqu'un de passage. Je suis moi-même devenu un Carolo d'adoption. Je suis moi-même attaché énormément aux couleurs de Charleroi et du Sporting de Charleroi. Et je suis moi-même devenu un supporter. Mais je suis aussi un dirigeant de club. Je serai quelqu'un qui va marquer de son empreinte le Sporting de Charleroi, qui existera encore 100 ans, 200 ans, 300 ans. Nous voulions simplement essayer d'être des personnes qui vont simplement marquer l'histoire du club, qui vont apporter une touche et qui vont ensuite transmettre le Sporting de Charleroi à d'autres dirigeants et ainsi de suite. Mais vous serez toujours l'essence de ce club.
C'est votre club, il vous appartient. Si vous croyez en notre projet, si vous croyez en ce que nous faisons, c'est votre droit. Si vous n'y croyez pas, c'est votre droit aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous devons tous être dans une logique constructive pour aller de l'avant. Il n'existe pas aujourd'hui de force obscure, de gens cachés. Le président n'est pas un homme de paille. Abbas Bayat n'est plus au Sporting de Charleroi. Il est là où il doit être. Il est occupé avec ses histoires. Et c'est pas parce que je m'appelle Bayat que mon nom doit devenir un fardeau et que les gens soient tout le temps prêts à m'attendre avec une batte de baseball derrière moi pour me taper dessus à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va leur déplaire. Ceux qui veulent faire ce raccourci-là ont le droit de le faire. Mais ils vont travailler contre l'intérêt de leur club. S'ils croient un seul instant au projet qu'on est en train de mettre en place, alors donnez-nous une chance. Donnez-nous une chance. On a repris le club en septembre 2012. Il y a une phase par laquelle on doit passer pour essayer d'arriver à quelque chose de concret. Et cette phase-là va être longue, va être difficile. Mais aujourd'hui, le plus simple, poser les clés et dire on s'en va. Fabien Debec, s'il a investi de l'argent en connaissance de cause de ce que je vous ai expliqué à ce moment-là, c'est qu'il a cru au projet que je lui ai vendu, qu'il a voulu aider sa ville et qu'il a voulu aider son ami. Et si moi, j'ai investi aussi ce que j'avais dans le Sporting de Charleroi, parce que c'est une réalité qui doit être dite, j'ai mis mes billes dans le club, et mes billes personnelles, pour lesquelles j'ai travaillé longuement et difficilement, et j'ai pris un gros risque, tout comme Fabien Debec. Mais je peux vous dire que je n'ai pas la même assise financière que Fabien Debec. Si j'ai investi ma vie là-dedans et que j'ai convaincu ma femme qui m'a dit « Est-ce que tu es un grand malade de ce que tu es en train de faire ?» c'est parce que je crois dans ce projet, dur comme fer. Et pas simplement pour me mettre quelques billets dans la poche. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une vision à long terme pour le Sporting de Charleroi qui est de dire « Le Sporting de Charleroi est aussi mon capital. » N'ayez aucun doute là-dessus. Si le Sporting de Charleroi s'effondre, je m'effondre avec. Ça y est, aucun doute. Si le Sporting de Charleroi grandit, mon capital grandira avec lui. Et ça, c'est une raison personnelle pour laquelle je crois dans le projet. Et pour laquelle, surtout, je me battrai plus que tout. Mais à travers ces 10 années, je suis aussi devenu un supporter. Je suis aussi devenu quelqu'un d'extrêmement attaché à la région de Charleroi, où j'ai créé des relations, des contacts, des amitiés. 10 ans, c'est long quand même. Hein. Ma porte a toujours été ouverte. Toujours. Tous les représentants de clubs de supporters que je connais, à chaque fois qu'ils ont voulu avoir un contact avec moi, ils ont pu l'avoir. Et je continuerai de fonctionner dans ce même principe. Parce que je pars du principe que c'est votre club. Et c'est l'essence, même encore une fois, du slogan Carolo Orbach. Le projet Carolo Orbach n'était pas simplement un projet pour dire on va aligner 11 joueurs Carolo sur le terrain. Je voudrais réellement un jour pouvoir aligner 11 joueurs Carolo sur le terrain. Mais en tout et pour tout, en Belgique, aujourd'hui, en championnat professionnel, on en a peut-être 3. Et encore. Mais par contre, c'était de faire revenir des gens, comme Pierre-Yves Hendrix, comme Walter Chardon, comme Felice Mazou, et comme tant d'autres qui sont venus nous rejoindre dans notre